sur la route au Nigeria, dans les années 1970, la question centrale est comment éviter les collisions. Comment éviter les collisions? Parce que cette vieille route que nous prenions souvent n'était, à vrai dire, qu'une demi-route. Elle était goudronnée, certes, mais l'érosion qui affectait la région de manière significative, en particulier pendant la saison des pluies, rongeait progressivement les deux côtés de la route. Donc entre le reste du terrain, les champs, les villages, et puis la route, il y avait un espace qui avait perdu son goudronnage. Ce qui fait qu'il y avait une distance de quelquefois 30 ou 50 cm entre le centre de la route et puis le bas-côté, des deux côtés, à droite et à gauche. À l'époque, en 1972, quand je suis arrivé, on venait de changer la direction de la conduite à gauche, héritée des Britanniques. On était passé à la conduite à droite, juste 3 ou 4 mois avant que je n'arrive. Et il fallait d'abord s'habituer, ne pas se tromper de côté. Et puis, quand on roulait, tant qu'on était tout seul et qu'il n'y avait personne qui arrivait en face, tout allait bien. La route était droite, on était content, il faisait beau, les fenêtres étaient ouvertes. Mais si par hasard un autre véhicule arrivait en face, généralement rapide, et surtout si c'était un gros camion plein de marchandises ou plein de gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voyageaient en camion, dans la benne du camion, tous debout bien sûr, ni siège, ni banc, ni ceinture de sécurité, rien de tout ça. Les voitures elles-mêmes n'avaient pas de ceinture de sécurité et n'avaient pas de sac à air au volant. Donc, si vous voyez quelqu'un d'autre qui arrive, ce n'est pas la peine de commencer à réfléchir, parce qu'il n'y a pas d'option. La seule option possible, c'est de sauter pour arriver sur le bas-côté et laisser passer le bolide. Sinon, c'est la collision assurée. Les routes étaient en mauvais état. Elles n'étaient généralement pas réparées. Je n'ai jamais vu une route en train d'être réparée. À un moment, sur les grandes routes, il y avait des gens qui ramassaient de l'argent. On payait pour rouler. Et cet argent n'allait nulle part. En tout cas, pas là où il devait aller. Et par conséquent, quelquefois, vous voyez des chauffeurs qui disaient « Mais enfin, espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu fais avec mon argent ?» L'autre ne répondait pas parce que c'était aussi une victime. Une victime qui devait casser la croûte en restant là, à ramasser de l'argent, qui allait peut-être aller dans une autre direction, la poche de quelqu'un ou Dieu sait qui. Et voilà. Alors, on ne réparait pas vraiment les routes, d'autant plus que c'était des routes de l'ancien Biafra et que le gouvernement fédéral, qui était chargé de ces routes nationales, ne tenait absolument pas à dépenser de l'argent pour ça. Et donc on était abandonné à notre sort. Une fois, on a on a créé une route. On voulait élargir cette route, en faire quelque chose de beau. Le contrat a été donné, dûment signé. On a exproprié un certain nombre de gens dont la maison était là et dérangeait le plan. Et puis, la route s'est ouverte en grande pompe, certainement avec de beaux discours. C'était comme une artère qui saignait. Toute cette
latérite, cette route rouge qui déchirait le paysage. Et puis on a commencé à goudronner, peut-être quelques kilomètres, et puis c'était la fin. La route n'a jamais été terminée, du moins pendant les 25 ans que j'ai passé là-bas. Et voilà. Et puis, les voitures tombaient en panne, mais il y avait aussi des accidents spectaculaires. Un jour, nous roulions vers Ntsuka. On remontait du village, donc du sud vers le nord, passé la limite de la zone équatoriale, arrivé dans le tropical, et devant nous, il y avait un gros camion, plein de passagers debout. Et à un point, nous allions tout droit, il y avait une route qui tournait à gauche, un embranchement. Et le camion devait aller à gauche. Mais il a pris le tournant à une vitesse anormale. Et c'était comme un cinéma qui se déroulait lentement. Mais en fait, ça s'est passé en quelques secondes. Il a tourné et wouh, tous les passagers se sont envolés, littéralement envolés. Ils sont tous tombés dehors. Le camion s'est peut-être renversé par la suite, mais je ne sais pas. On était juste derrière et je me suis dit, ah! Et mon mari qui conduisait a dit, ne t'inquiète pas. On a continué le voyage. Imaginez. Quelquefois, c'était d'autres types d'accidents. Par exemple, à Ntsuka, dans la ville, il y avait de grands fossés qui permettaient à l'eau de pluie de s'écouler pendant la grande saison humide. Et quelquefois, les voitures tombaient, pour une raison ou l'autre, dans ces fossés. Et il n'y avait pas moyen d'en sortir. Et quelquefois, les gens n'en sortaient même pas vivants. Le lendemain, on disait, ah, il y a une voiture, on trouvait le corps, et puis on annonçait, annonce de décès à la télévision. Monsieur Y est décédé, sa famille reste pour le pleurer, la femme, les enfants, les cousins, avec tous leurs titres, docteur, prof, chiffre. C'était grave. Et ces routes étaient faciles à gérer, dans un sens, parce qu'elles n'avaient pas de marque. Il n'y avait aucune instruction sur la route. Il n'y avait pas de feu rouge. Ça n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas d'électricité les 3 quarts du temps. Il n'y avait pas de stop, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de pancarte annonçant les villages, les embranchements, pour Enugu, tourner à gauche. Et les gens n'avaient pas de GPS, donc il fallait connaître le coin. Et j'ai même vu quelquefois des choses invraisemblables, comme par exemple un jour où un camion dans l'état d'Imo s'est enfoncé, littéralement enfoncé aux 3 quarts, au milieu de la route. C'était comme, boum, un trou. Et bien sûr, plus personne ne pouvait passer. Alors, il n'avait pas d'indication de déviation, mais tout le monde connaissait les déviations. Alors on est passé dans un petit village, des petits villages où les gens regardaient avec des yeux agrandis parce qu'il y avait peu de voitures qui passaient par là. Et il y a même eu un moment où nous sommes retrouvés devant un lac artificiel au milieu de la route, causé par l'érosion et la pluie. Alors le chauffeur s'est arrêté, il a considéré l'affaire, la voiture était trop lourde pour ressortir de là. On ne connaissait même pas la profondeur. Alors il a dit à tous les passagers, allez, on sort. Nous étions 6. On s'était plus. C'était un minibus. Oui. Et tout le monde est sorti. Et je regardais mes pieds et je me suis dit, mais non, mais je peux pas.
Et il m'a dit, ah, vous inquiétez pas, c'est vrai que j'étais pas lourde. Alors je suis restée. Les femmes étaient fâchées, elles me disaient, c'est ça, discrimination positive, pourquoi nous, pourquoi pas elle? Le chauffeur a fait la sourde oreille. Il a traversé le petit lac, il est ressorti, tout le monde est rentré dans le bus et on a continué le voyage en paix. Et une autre chose intéressante, c'était qu'il y avait quelquefois, pas dans les taxis, voitures, mais dans les bus, il y avait ceux qui vendaient des choses. Alors dès que le bus commençait, la personne vendait son produit miracle. Mais je vous dis, c'est la meilleure chose que vous puissiez trouver. D'ailleurs, vous n'en aurez nulle part de la même. Je vous assure, les gens achetaient. D'autres, comme moi, prêchaient. Ah, je suis heureuse de vous annoncer que je suis le prédicateur. Et je vous annonce que Jésus peut vous sauver. Et tout le monde écoutait. Les gens disaient même Amen, Amen, ma sœur, Amen. C'était un monde à part où je me sentais tout à fait chez moi.